Alors bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer ce marathon de la philosophie de maintenant. Et j'ai l'honneur pour inaugurer ce marathon dans cette salle de bientôt céder la parole à Jacques Rancière. L'air hante les esprits, les affecte et détermine leurs actions. De l'autre, les projets non réalisés, par exemple les grands projets architecturaux utopiques, peuvent toujours devenir réels un jour ou inspirer des projets qui le deviendront. Ainsi, le monde réel apparaît peuplé d'inventions dont les modalités et les degrés d'existence varient jusqu'à brouiller la distinction entre l'existant et l'inexistant. Bon, il y a encore une ressource. Il y a en effet une troisième définition de la fiction qui vient du monde du droit, où la fiction est un fait sans réalité, mais dont la loi suppose l'existence pour constituer le fondement d'un droit. On peut tenter alors d'étendre cette définition de la fiction comme convention au-delà de son domaine. Et il y a une forme de fiction qui se prête bien à cette opération, c'est l'œuvre littéraire dite de fiction, qui a l'avantage de se déclarer comme telle et de s'enfermer dans des limites bien déterminées. À ce moment-là, on croit qu'on a enfin une ferme frontière. Bon, c'est ce que croit la théorie dite pragmatique de la fiction. Elle nous dit que la fiction est une affaire de contrat entre l'auteur et ses lecteurs. L'auteur feint de faire des affirmations sur la réalité de personnages et d'événements. Tout ce qu'il demande au lecteur, c'est de faire le temps de la lecture comme s'il prenait ces affirmations au sérieux. C'est ce que le poète anglais Coleridge avait appelé une suspension d'incrédulité. Le lecteur de roman, disons, déciderait de suspendre pour cette circonstance. La défiance habituellement le pousse à demander la preuve que ce qu'on lui présente comme réel est bien tel. À ce moment-là, la présence encombrante de la fiction dans la réalité se ramène à un simple jeu. Et la frontière séparant la fiction peut s'identifier simplement aux bornes temporelles précises du moment où on ouvre ou ferme un livre, où une histoire commence et où elle s'arrête. Bon, simplement cette solution suppose, de manière un peu trop simpliste, que l'œuvre de fiction consiste essentiellement en une affirmation d'existence, d'être et de situation, et que la question est de savoir si on y croit ou pas. Mais celui ou celle qui lit un roman ou voit un film ne se moque de savoir si les personnages ont une existence réelle en dehors de la fiction. Il s'occupe de l'enchaînement des événements qui les affectent, des états de conscience et des états affectifs que ces événements provoquent et qui peuvent s'appliquer aussi bien à des êtres réels qu'à des êtres imaginaires. Un roman est une proposition de monde non pas au sens où il ferait exister des êtres qui n'existent pas, mais au sens d'un enchaînement possible de causes et d'effets, de pensées et d'actions, d'événements, d'affects qu'ils produisent et de traces qu'ils laissent. Les lecteurs ne passent aucun contrat de suspension d'incroyance, ils sont affectés simplement par un enchaînement d'états de choses et d'états de pensées qui portent en lui une certaine forme de rationalité. Bon, en bref, la clôture de l'œuvre fictionnelle est autre chose que la part d'irréalité ou de crédulité qu'on s'accorderait entre des occupations plus sérieuses. Elle présente une modélisation des enchaînements possibles entre les événements et les sujets auxquels ils adviennent. Ce que la fiction ajoute au réel ordinaire, ce n'est pas une part de fantaisie et de rêve, c'est un supplément d'intelligibilité. Bon, ce renversement, il y a très longtemps qu'il a été formulé dans la poétique d'Aristote. Aristote y explique pourquoi la poésie, c'est-à-dire l'invention des fictions, est plus philosophique, plus rationnelle que l'histoire, c'est-à-dire la simple chronique des faits. La chronique se contente de raconter les choses comme elles sont arrivées, l'une après l'autre. La fiction, elle, la chronique donc fait cela, la fiction, elle, montre comment les choses peuvent arriver. Il les montre arrivant comme conséquence de leur propre possibilité. Elle est donc finalement, la fiction est plus rationnelle que la simple réalité. Parce que les événements n'y arrivent pas au hasard, ils le font comme conséquence d'un enchaînement de causes et d'effets. Mais c'est ça la révolution opérée par la raison fictionnelle.
Le malheur du héros tragique, montre Aristote, n'est plus l'effet ni du hasard, ni d'une malédiction divine. C'est la conséquence d'un enchaînement rigoureux de causes et d'effets. Cet enchaînement, le sujet l'a mis en marche par sa propre action, mais elle se trouve produire le contraire de ce qu'il en attendait, le contraire de ce qu'elle semblait devoir produire. La rationalité de la fiction, donc, n'est pas simplement de mettre un ordre entre des faits séparés, elle est aussi de renverser les apparences, disons d'inverser les attentes normales. La rationalité de l'intrigue fictionnelle aristotélicienne se manifeste en faisant coïncider trois renversements. L'attendu se transforme en inattendu, la fortune des héros se transforme en infortune, et leur ignorance se transforme en savoir douloureux, de ce qu'ils ont fait vraiment en croyant faire autre chose. Bon, il faut bien voir la force du modèle ainsi défini par Aristote. Sa force est de mettre la fiction du côté du savoir. Un savoir qui excède le simple constat des choses fournies par les sens, qui renverse les apparences au profit d'une vérité cachée et qui montre aux humains que ce qu'ils font en réalité est bien différent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils croient faire. Bon, c'est une forme de savoir inférieure, bien sûr, pour le philosophe, bien loin de la certitude mathématique et de l'harmonie des corps célestes. Mais c'est quand même le premier grand modèle d'intelligibilité de l'action humaine élaborée dans notre espace culturel, 2 millénaires avant la naissance des sciences dites humaines et sociales. Bon, et on voit bien que ce modèle, finalement, est propre à franchir les frontières de l'œuvre poétique. La triple transformation de l'attendu en inattendu, de la prospérité en infortune et de l'ignorance en savoir, c'est en effet un modèle interprétatif qui peut s'appliquer à toutes les situations humaines. Aujourd'hui encore, quelle est, disons, la catastrophe économique, sociale, climatique, militaire ou autre, qu'on ne puisse interpréter comme le renversement, malheureusement bien logique, des illusions de la prospérité. Cette porosité de la frontière se trouve accrue par la présence au sein de ce modèle de rationalité d'un concept, on peut dire le concept contrebandier par excellence, celui de vraisemblance. L'enchaînement de la chaîne causale qui explique les actions s'accomplit, dit Aristote, selon la nécessité ou la vraisemblance. Mais comment est-ce que la nécessité, peut se trouver dans un domaine qui ne relève ni de la démonstration mathématique, ni de la vérification expérimentale. Donc, quand il s'agit d'expliquer les actions humaines, ce qui tient lieu de nécessité, c'est simplement la vraisemblance d'un enchaînement bien construit de causes et d'effets. Donc, la rationalité qui met la fiction au-dessus de la constatation empirique des faits repose sur cette équivalence trouble du nécessaire et du vraisemblable. Le vraisemblable, c'est ce qui est ni vrai ni faux, mais qui porte à considérer un ensemble de faits comme réels et un enchaînement d'événements comme nécessaires. Ce simple concept, donc, finalement, suffit à franchir toutes les frontières qu'on voudrait mettre entre le réel et le fictif, comme entre les formes de l'invention poétique et celle du savoir construit. Bon, il est vrai que, dans le schéma d'Aristote, malgré tout, ce modèle de rationalité a une limite implicite. La causalité tragique concerne ces hommes de haut rang qui conçoivent de grandes fins et qui déploient les moyens de ces fins au risque qu'ils se retournent contre eux et provoquent des résultats contraires à leurs attentes. Mais elle ne concerne pas la multitude des êtres enfermés dans le temps des choses qui arrivent les unes après les autres. Ces êtres dont l'horizon d'attente est borné par la succession des jours, la recherche des moyens de subsistance ou les soins domestiques. Ceux-là ou celles-là n'ont pas les moyens de rêver de grandes entreprises et ne courent pas le risque de voir leurs actions se retourner contre eux. Donc, pour la rationalité forte de la fiction, ne risquez pas de franchir pour eux ces limites. Donc, mais on voit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, dans ce modèle, la frontière qui sépare la fiction du réel doit s'appuyer sur une autre frontière, la frontière matérielle et symbolique, qui sépare deux catégories d'humains,
qui vivent, qu'on loge dans des temps différents. D'un côté, le petit nombre des êtres qui vivent dans le temps des grandes actions qui portent à conséquence. De l'autre, la grande masse des humains qui sont en dessous de la rationalité fictionnelle, parce qu'ils vivent dans le réel des choses qui viennent les unes après les autres et qui n'a même pas besoin d'expliquer. Le réel, donc, n'est pas seulement l'opposé des imaginations de la fiction, il est aussi la prison où sont enfermés ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe de la fiction. Comme dans une chanson française célèbre qui dit « Moi, j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver ». Bon, on pourrait dire que c'est l'histoire ancienne. Nous sommes dans un monde où ces histoires de barrières et de chevauchement n'ont plus lieu d'être. Nous sommes dans un monde où les mêmes modes de rationalité s'appliquent à tous les humains qui vivent tous, riches ou pauvres, dans le même temps de l'économie globalisée. Mais aussi, on dit, nous vivons dans un monde qui sait séparer, qui a appris à séparer la raison des faits de la raison des fictions. Les diverses formes d'invention qui seraient bien à leur place. D'un côté, les méthodes d'investigation et d'analyse des faits pratiquées par les sciences humaines et sociales. De l'autre, les formes d'une fiction littéraire, cinématographique ou autre, relevant de ses propres lois et déliées de la référence à une réalité extérieure. Et encore un peu plus loin ailleurs, les chimères qui hantent les têtes des individus et parfois des collectivités. Et pourtant, nombreux sont les phénomènes qui brouillent cette belle distribution des places. Pensons seulement aujourd'hui au rôle que jouent deux pathologies de la pensée opposées et complémentaires, le négationnisme et le complotisme. Le négationnisme nie des réalités historiques bien avérées, au prétexte qu'il est impossible de relier la multiplicité des faits particuliers qui les constituent en une unique chaîne continue de causes et d'effets. Le complotisme, au contraire, invente des scénarios fantastiques au prétexte de retrouver les liens de causalité cachés derrière les apparences qui trompent les naïfs. Donc ces symptômes nous invitent à examiner la manière dont les frontières du réel et de la fiction se déplacent. Et donc ces déplacements coïncident avec ceux des frontières séparant les diverses sortes d'humains. Cette redistribution des frontières, je l'examinerai à travers deux grandes formes de transformation de la rationalité fictionnelle. Premièrement, celle qui s'est opérée dans la constitution et la banalisation du savoir social, et deuxièmement, celle qui a caractérisé la fiction littéraire moderne. Du premier côté, on sait le rôle qu'a pris dans les sociétés modernes la science de l'histoire. L'histoire, on le sait, porte sur une réalité particulière, sur ce qui a été, donc ce qui n'est plus, donc une certaine forme d'inexistence. Son projet est de mettre dans les liens du savoir des faits qui ne sont plus là. Or, cela a deux conditions. La première est d'utiliser toutes les sources d'informations pour établir des faits réels et les séparer des faits inventés. Mais si elle se contente d'établir la réalité des faits, l'histoire en reste au niveau qu'Aristote disait être celui de la chronique, à savoir raconter les choses comme elles se sont passées les unes après les autres. Pour devenir science, donc, l'histoire devait faire sien le commandement de la raison fictionnelle, à savoir établir un enchaînement causal qui montre non pas simplement les faits comme ils se sont passés, mais tels qu'ils ont pu se passer, tels qu'ils se sont passés comme conséquence de leur propre possibilité. Ce déplacement de la collection des faits vers leur raison en a impliqué un autre, un déplacement vers les profondeurs de la vie matérielle collective, dont le mouvement invisible soutient les événements visibles. Comment la raison historique moderne a opposé aux histoires spectaculaires de princes et de batailles la vie profonde des sociétés sur le long temps. De ce point de vue, on peut dire qu'elle a renversé la logique de la raison fictionnelle aristotélicienne, puisque la chronique des faits qui se succèdent simplement, c'est maintenant l'histoire superficielle des grands personnages et de leurs succès et de leurs malheurs, alors qu'au contraire, la rationalité causale est celle qui s'origine dans les formes de production de la vie matérielle. Donc,
dans l'activité de ces hommes que la tradition qualifiait de passifs. Pourtant, ce renversement conserve encore les grands traits de la rationalité fictionnelle classique. Les hommes de la production obscure font maintenant l'histoire, mais, nous dit Marx, ils ne savent pas qu'ils la font. La place où ils sont cantonnés, au cœur du processus productif, les empêche de voir la logique d'ensemble de ce processus, la logique sur laquelle la fortune même du mode de production capitaliste produit les conditions de sa ruine. Bon, l'erreur des héros tragiques qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient devient l'illusion collective de l'idéologie à travers laquelle les hommes, grands ou petits, sont censés accomplir leurs tâches historiques en contribuant à la prospérité du système, qui est la condition même de sa ruine. Bon, je n'ai pas du tout l'intention de dire ici que la science sociale n'est que de la fiction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a dû emprunter les catégories de la rationalité fictionnelle pour donner une unité et un sens global à une multitude de phénomènes qui sont attestés par l'observation ou le calcul, mais resteraient sans cela à l'état de faits séparés. Sous ces formes dures ou molles, la science sociale a toujours besoin de relier cette multiplicité sous quelques récits types, nommant des sujets collectifs de grands processus significatifs. Révolution bourgeoise, ère des masses, avènement de l'homme démocratique, montée du populisme ou autre. Elle a besoin d'attribuer à ces sujets collectifs des états, des séquences de progrès et de déclin, de fortunes insouciantes qui mènent à des catastrophes quand une société est perçue trop tard. La réalité de ce que nous vivons au jour le jour se trouve ainsi comprise dans une fiction collective qui s'impose comme la réalité même. J'ai vécu, enfant et adolescent, dans une France d'après-guerre marquée par des difficultés matérielles de toutes sortes, des inégalités sociales criantes, de longues grèves, des conflits sociaux violents et une guerre coloniale avec son lot de tortures, de censure et de putsch. Mais quand les politiciens, historiens, sociologues ou journalistes parlent de cette époque, ils l'appellent comment? Ils l'appellent les 30 glorieuses. Et ils nous décrivent une génération de baby-boomers, enfants gâtés de la prospérité, exprimant en 1968 le désir de jouir sans entrave, avant que cette prospérité trompeuse ne sombre dans la crise de 1973. Et nous savons que depuis cette date, la crise, elle, est devenue un peu le personnage maître de tout récit sur le présent, de toute forme de liaison entre les phénomènes économiques, sociaux, écologiques, idéologiques ou autres. Nous sommes censés vivre dans la crise, ou toujours au bord de la crise, laquelle est censée être le résultat fatal de l'insouciance, prospérité dans lequel nous avons vécu. Et bien sûr, cette même crise commande en retour toutes les décisions des autorités nationales et internationales auxquelles nous devons adhérer, comme à la nécessité inéluctable commandée par l'État du monde. C'est ce qu'on appelle le consensus. Le réseau serré de faits significatifs, de narrations exemplaires et d'interprétations reçues, qui rend le vraisemblable identique au nécessaire. À cette nécessité, il nous est demandé de reconnaître comme la réalité incontournable de notre monde. Bon, c'est, disons, la première forme de transformation dont je parlais, disons, à savoir la manière dont les catégories de la rationalité fictionnelle se sont introduites dans le savoir social qui construit le sens de réalité selon lequel nous percevons notre monde. Pendant ce temps-là, la fiction littéraire a connu une évolution très différente et en un sens inverse, qui en tout cas a rebattu les cartes du réel et de la fiction. Elle opérait en effet un triple brouillage des frontières. Premièrement, elle a brouillé la frontière qui séparait les êtres dignes ou indignes de la fiction, en prenant pour personnages des êtres normalement voués à l'obscurité, du travail ou du foyer. Mais elle a en même temps, disons ce qu'elle n'a pas fait la science sociale, aboli la distinction des temporalités. Le temps privilégié de la fiction est devenu le temps des choses qui arrivent les unes après les autres, ou plutôt les unes en même temps que les autres, à côté des autres. Mais ce temps n'est plus celui des activités de survie opposées à la noblesse des grandes actions. Il est celui de la riche multiplicité des événements sensibles, infimes,
dont l'interpénétration constante fait la texture véritable de la vie, des petits comme des grands. Cette pluie d'atomes dont parle Virginia Woolf, ou encore, comme elle l'appelle, cette myriade d'impressions triviales, fantasques, évanescentes ou gravées avec le tranchant de l'acier, qu'elle oppose au costume bien taillé de l'intrigue traditionnelle. Mais cette révolution dans les formes de l'enchaînement fictionnel implique un troisième brouillage. Le réel auquel se consacre, excusez-moi mais j'ai pas ma peine plus, hein. Le réel auquel se consacre, disons la révolution littéraire qu'on a désignée sous le nom ambigu de réalisme. Ce qu'elle a promu, et ce n'est pas le réel bien solide d'une réalité sociale opposée aux rêveries inconsistantes qui traînent dans les cervelles. C'est au contraire un réel dont la trame temporelle continue donne même statut aux perceptions des personnages et à leurs rêves ou chimères. Ce n'est pas pour rien que dans la littérature française, la révolution réaliste s'est emblématisée dans le récit, dans le récit des journées de Madame Bovary, un kaléidoscope d'impressions sensibles qui va de l'ennui désespérant d'une routine ménagère à la pluie d'atomes sensibles qui lui fait abandonner sa main dans la main d'un séducteur. C'est le même mouvement qui abolit en même temps trois frontières. Entre les humains dignes de considération et ceux qui ne le sont pas, entre le temps de la chronique et celui de l'action, entre la réalité des déplacements physiques et celle des chimères qui mettent les esprits et les corps en mouvement. La révolution moderne de la fiction a ainsi opposé à l'enchaînement vraisemblable nécessaire des actions une écriture des vies qui prend dans un même tissu sensible, continu, les gestes de tous les jours, le regard sur le décor quotidien, les sensations qui traversent les corps et les pensées qui traversent les esprits. Les choses qu'un être a vécues, celles qu'il a ressenties, entendues, lues et imaginées. C'est à ce prix qu'elle a donné existence à ces vies qui, normalement, disparaissent inaperçues dans la suite des jours et dans l'anonymat du grand récit collectif. Ce faisant, elle a congédié la notion qui opérait le passage des frontières, la vraisemblance. Elle lui a opposé la vérité des moments sensibles. Mais elle a ainsi créé une zone frontalière indécise où le récit des vies imaginées est indiscernable du récit des vies attestées, parce que toutes deux sont faites du même tissu sensible. Ma Bovary souffre et pleure en ce moment dans 100 villages de France, disait Flaubert, et pourtant il lui conservait la réalité d'un personnage de fiction. Notre époque, elle, a multiplié les hybrides, les récits de vie dont le caractère imaginaire ou réel est indécidable. Bon, je pense au livre d'un auteur français, Pierre Michon, qui a pour titre « Vie minuscule ». Donc, qui est le récit de vie de personnages qui font partie de son univers, qu'il a connu enfant dans le village où il est né, qui appartiennent à la légende familiale, un ancêtre disparu, on ne sait plus très bien s'il a fait fortune en Amérique ou s'il est mort au bagne, un orphelin qui travaillait à la ferme au temps des grands-parents et qui est devenu colon en Afrique, une sœur morte avant sa naissance, un camarade d'école mort prématurément, etc. Tout personnage inconnu de nous et qui pourrait bien ne pas avoir jamais existé. Leur vie est racontée à travers une série de petites scènes qui nous décrivent les circonstances dans lesquelles le narrateur les a connus ou a entendu parler d'eux, le décor paysan sur lequel sont portés leurs regards, l'ordinaire de leur jour, ce qu'ils ont ressenti en telle ou telle situation, les pensées qui ont traversé leurs esprits, donc des vies présentées comme réelles, mais dont paradoxalement la réalité s'impose à nous de par la ressemblance aux vies bien imaginées des romans. Le lecteur n'en tire pas pourtant la conclusion que l'auteur a tout inventé à partir de modèles littéraires, mais plutôt que cette trame poétique et la manière qui convient pour donner une existence sensible à ces vies normalement vouées à l'obscurité et à l'oubli. C'est comme si la fiction vraie, ou la vérité fictionnelle des vies ainsi reconstruites, venait s'opposer à une autre fiction, la fiction sociale collective, qui résume la même tranche de temps, sous le titre déjà évoqué ici, des 30 glorieuses. On pourrait alors imaginer de renverser radicalement le rapport habituel entre réalité et fiction, et dire que les formes construites de la fiction littéraire présentent une critique des fictions officielles qui, sous le nom de réalité, règlent l'ordre social.
Et certains écrivains ont effectivement revendiqué cette fonction critique. On peut penser à Tolstoï, dans Guerre et paix, il dénonçait la fiction bien ordonnée de la bataille, construite sur la carte par les stratèges et confirmée après coup par les historiens, alors que la réalité du déroulement et du sort des batailles dépend de l'entrelacement d'une multitude de petites actions et réactions imprévisibles de ces soldats que les généraux croient commander. À la fiction historique officielle, Tolstoï opposait la réalité que la fiction littéraire peut recréer à partir de la multitude des récits, lettres et témoignages de ceux qui ont vécu l'un de ces micro-événements dont l'entrelacement fait la réalité de la bataille. Mais ce conflit des fictions prend un aspect plus radical, plus troublant, chez un autre écrivain, Joseph Conrad, avec le voyage fictionnel de Au cœur des ténèbres, qui vient dynamiter la grande fiction de la colonisation apportant des lumières dans les pays sauvages. Tout troublant parce que Conrad ne se contente pas d'opposer à la fiction officielle la réalité monstrueuse que rencontre Marlowe en remontant le fleuve Congo, en voyant les prisonniers noirs décharnés qui montent une colline pour s'enchaîner les uns aux autres, avec le collier de fer autour du cou, portant sur la tête des corbeilles de terre destinées à des travaux inutiles, tous les travailleurs qui meurent d'épuisement à l'ombre des chantiers, la soif brutale de l'ivoire derrière les grandes déclarations civilisatrices. Conrad fait plus qu'opposer ce réel-là à la fiction officielle. Ce réel de la fureur coloniale, il le décrit lui-même comme un rêve incroyable, irréel, qui culmine lorsqu'on rencontre le héros monstrueux de l'histoire, le directeur de station course, qui était parti pour faire de chaque station sur le Congo un centre de civilisation, mais qui n'est plus qu'un chasseur d'ivoire fou qui se fait adorer comme un dieu par ces indigènes qu'il prétendait transformer en enfants du progrès. À ce moment-là, c'est plus simplement la réalité coloniale qui est opposée à la fiction officielle. Ce que montre le récit de Conrad, en un sens, c'est même l'impossibilité de les séparer. La réalité de l'action coloniale de course est aussi bien l'accomplissement de la chimère civilisatrice qui s'est emparée de son esprit et transformée en sauvagerie meurtrière. Mais le lecteur ne percevra, au fond, la folie mensongère de la fiction officielle que dans la mesure où il sera capable de sympathiser avec la folie même de course, de reconnaître ses propres ténèbres, c'est-à-dire la part d'obscurité des esprits qui se croient rationnels dans celle du personnage. L'opposition entre une fiction et une autre prend alors une figure radicale que Conrad systématise dans la préface d'un autre livre, où il ne craint pas de contredire l'évidence la mieux admise en faisant de l'auteur de fiction le seul qui ne fasse pas appel à la crédulité. Il dit, les savants et les penseurs s'adressent à notre sens commun, à notre intelligence, à notre désir de paix, ou à notre inquiétude, parfois à notre appréhension, mais toujours à notre crédulité. Au fond, ils s'adressent à des esprits en quête de vraisemblance, il leur délivre des certitudes rassurantes sur la réalité du monde et l'aptitude de notre pensée à nous guider. En somme, ce sont les hommes du consensus. À la réalité fonctionnelle, consensuelle qu'ils tissent, l'écrivain véridique oppose un réel qui ne se déduit d'aucun possible, il ne se laisse pas expliquer par les ressources de la vraisemblance, parce qu'il ne se laisse pas séparer de la chimère qui en est partie prenante. Sans doute peut-il relativiser le propos de Conrad. Il a comme cependant le mérite de nous rappeler l'impossibilité de tracer la ligne de séparation qui mettrait clairement le réel d'un côté et la fiction de l'autre. Ce n'est pas qu'il soit à jamais indiscernable et que tout soit relatif comme le craignent certains esprits inquiets. C'est plutôt que le réel et la fiction n'existent jamais comme tels au singulier, mais seulement toujours sous des formes plurielles où ils se rencontrent selon des modalités diverses. En effet, le réel s'affirme de plusieurs sortes de réalités. On peut en appeler au sens pour vérifier que tel objet est bien en face de nous. On peut en appeler aux procédures de la science pour vérifier que tel phénomène physique, par exemple le réchauffement climatique, est bien réel. Mais pour attester la réalité d'un phénomène collectif, d'un enchaînement d'actions humaines, du bonheur ou du malheur d'une communauté, cette attestation passe toujours par des formes de narration et d'interprétation qui, en dernier recours, s'appliquent également aux faits réels et aux faits imaginés. Les auteurs de fiction déclarés sont alors toujours en droit de leur opposer la réalité des faits, dépouillés de toute interprétation,
Dépouillez donc des faux semblants de la vraisemblance. C'est que le mot fiction désigne lui-même plusieurs sortes de produits de l'imagination humaine qui prennent des formes d'effectivité infiniment diverses. Et nous constatons tous les jours, à travers les nouvelles qui nous viennent des quatre coins du monde, que les inventions les plus délirantes ne sont pas les moins efficaces. Certains pensent que le succès de tous ces délires est dû à leur effet sur les âmes ignorantes, que l'on pourrait guérir en leur apprenant à décoder les informations et à repérer les fake news. Mais ceux qui les croient ne le font pas par ignorance, par manque d'information. Ils le font parce qu'ils ont envie que ce qu'elles disent soit vrai. Ils ont envie de vivre dans le monde où elles soient vraies. Ce qui veut dire en définitive que les fictions ne sont pas des songes inconsistants. Elles dessinent la réalité de mondes solides et violents. Et pour comprendre à la fois la violence que s'offre à nous aujourd'hui comme le réel, les fictions qui la rationalisent et les délires qui l'exacerbent, je crois que la philosophie a aujourd'hui encore besoin d'entendre ce que nous disent les œuvres dites de fiction. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Je vous propose de passer sans plus tarder à la discussion. On va prendre 3 questions et ensuite... Tant que possible, il y a un mur, on est près une par une. J'en prends 3 ou 4 à la fois, on se souvient. S'il vous plaît de poser des questions courtes. On a 15 minutes devant nous. On démarre sans plus tarder la discussion. Levez la main bien haut. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste livrer un peu un sentiment personnel en lisant des œuvres, y compris quelques publications récentes de Céline, de Proust, on pourrait parler de Kafka ou d'Orwell. On les a lus tous, nous, d'abord comme des œuvres de fiction, mais aujourd'hui, comme on les a déjà lus, on se réfère bien souvent aux aspects de la réalité, aux aspects de la vie, y compris les auteurs, ou des références à cette société. Et est-ce que, donc justement, l'avenir de la fiction, c'est pas sa destruction, sa disparition même du côté de la réalité? On pourrait dire que... enfin bon, je ne sais pas si j'ai exactement compris votre intervention, mais qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, l'avenir de la fiction, ce qu'on appelle donc la fiction en quelque sorte avouée, cet avenir, il est précisément, je dirais, dans le fait de constamment, comme dépouiller en quelque sorte les faits de toutes les espèces, de toutes les interprétations qui sont finalement comme collées. On vit dans un monde où tout est interprété. Bon, tous les jours, tous les médias interprètent absolument tous les faits. Quoi. Il n'y a plus un seul fait qui arrive, on peut dire, tout seul. Quoi. Il arrive avec une chaîne d'explications, d'interprétations, de commentaires, de contre-commentaires. Quoi. Et donc, je pense que le rôle de la fiction par rapport à ça, était, pour moi, disons, effectivement, c'est un peu... vous citez Kafka par exemple, c'est précisément dans des histoires qui apparemment peuvent apparaître comme plus ou moins racabardantesques, justement comme de mettre l'accent en quelque sorte sur ces formes de violence d'une réalité nue qui est tout le temps recouverte, si vous voulez, dans le discours officiel, dans les commentaires médiatiques. Donc pour moi, je dirais que de ce côté-là, la fiction a un avenir. Est-ce qu'elle le remplira? Ça c'est une autre affaire. On peut discuter des formes de la fiction aujourd'hui, se demander si elles sont un peu à la hauteur en quelque sorte de ce que le temps pourrait exiger. C'est une autre question. Il y a une question là, une question au fond. Bonsoir. S'il vous plaît, toujours dans ce rapport de fiction et de réalité, est-ce qu'on peut situer le mensonge? D'autre part, dans n'importe quel roman autobiographique, où se situe la frontière entre
la fiction et la réalité. Merci. Non, mais je vais dire, bon, il y a, disons, la question du mensonge renvoie toujours, au fond, à une forme de vérification. Bon, ce qu'on appelle des mensonges, souvent, ce qu'on appelle des mensonges, comme ça, dans le discours courant, dans le discours politique, c'est quelquefois, disons, des affirmations dont on peut prouver, disons, qu'elles sont mensongères, mais c'est très souvent simplement des choses, finalement, qu'on n'accepte pas comme explication de la réalité, mais dont on n'arrivera jamais à prouver en quelque sorte qu'elles sont mensongères. Parce que la plupart des discours qui se tiennent, si vous voulez, sur le monde, sur la réalité, sur l'histoire, sont des discours qui, justement, ne sont pas simplement des affirmations de faits, mais sont des enchaînements de causes et d'effets, des enchaînements d'explications. Un enchaînement d'explications, d'une certaine façon, on n'arrivera jamais à le convaincre complètement de mensonge, même si en quelque sorte. C'est le paradoxe sur lequel on joue les casquelistes, par exemple, quoi. À savoir de dire, oui, mon tel fait, c'est vrai, mais est-ce que ça fait un ensemble? Et c'est ça, à mon avis, c'est là que je pose la question importante, si vous voulez, et pas au niveau, mais pas au niveau de la, disons de la constatation, en quelque sorte, où on pourrait vérifier qu'il y a mensonge. Bon, disons, on vit dans un monde où il y a une multiplicité, en quelque sorte, d'affirmations, dont on ne pourra jamais, disons, dire, elles sont mensongères. Pourquoi? Parce qu'elles ne portent pas simplement sur la réalité de faits, mais sur la manière dont on les interprète, la manière dont on les constitue, en quelque sorte, en un sens global de réalité. Il y avait une question au fond. Bonsoir. Dans les transformations de la raison fictionnelle dans le champ littéraire, vous avez cité l'écriture de Michaud, donc notamment avec les références aux hybrides. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que certains critiques littéraires ont appelé l'écriture fragmentaire d'un certain Pascal Quignard. Est-ce qu'il n'y a pas là une ruse littéraire qui subvertit et qui, au fait, s'affranchit et du réel et de la fiction dans le travail littéraire de Pascal Quignard? Je vous remercie. Oui, on pourrait dire effectivement que c'est d'une certaine manière, disons qu'effectivement l'écriture fragmentaire peut être plusieurs choses, quoi. Elle peut être effectivement une manière comme de lancer des blocs de réel, si vous voulez, en face d'une fiction officielle. Elle peut être aussi une manière effectivement de dire, finalement je n'affirme rien. Je n'affirme rien, je produis comme ça je produis obtenir des blocs de réel, mais des blocs de sens, qui sont autosuffisants. Donc, je ne dis pas que c'est réel, donc on pourra même m'accuser. Mais en même temps, on joue. Il est clair que malgré tout, la littérature de notre temps joue beaucoup justement sur cette espèce d'indécision, et de plusieurs manières, sur une espèce d'indécision où l'inventé se fait passer pour réel, où le réel se fait passer aussi, je sais pas ce qu'on a inventé. Tout à l'heure, je prenais l'exemple, est plus intéressant que les fragments de Pascal Quignard d'un écrivain comme Pierre Michon, parce que il nous décrit des vies, et quand c'est écrit dans ces récits de vie, ils ont comme une espèce, je dirais, de forme d'attestation de puissance en eux-mêmes. Donc voilà, il nous parle de gens qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne rencontrera jamais, et il nous en parle comme de gens qu'il a rencontrés. Et ce que j'essaie de dire qui est un peu paradoxal, c'est qu'on y croit parce que finalement il arrive à en faire des vies imaginaires. Il y a comme une espèce de renversement, si vous voulez, en quelque sorte de la logique, puisqu'on croit à quelque chose, non pas tellement parce que, ça ressemble à la chronique, à du journalisme, mais au contraire, parce que ça ressemble à une vie bien imaginée. Très souvent, effectivement, je dirais, les histoires qu'on lit dans les journaux, d'une certaine façon, on trouve qu'elles ne sont pas bien imaginées. D'une certaine façon, on n'y croit pas vraiment, parce qu'on dit, mais ça, c'était des choses, c'est des stéréotypes, etc. Et au fond, souvent l'écriture du réel, comme ça, un peu documentaire, est une écriture justement qui est faite de stéréotypes qui font réel, quoi. Et puis il y a une forme littéraire beaucoup plus puissante, en quelque sorte, on pourrait dire, de créer de l'indécision entre le réel et l'imaginaire. Bonjour, merci beaucoup. Justement, dans le contexte contemporain, il y a des critiques qui sont adressées à la littérature comme ne pouvant pas, par exemple, exprimer des points de vue minoritaires, des femmes, de certaines races, etc.
Et la question que je me pose, c'est, d'une certaine manière, elles sont vertueuses, d'autre part, elles peuvent être paralysantes pour certains auteurs. Comment la fiction doit-elle recomposer avec cette question de la légitimité de l'auteur par rapport à son sujet? Moi, je pense que, fondamentalement, c'est une question, c'est une question énorme, quoi. Mais je pense quand même que fondamentalement, disons, je dirais toute écriture forte est une écriture illégitime. C'est une écriture illégitime, c'est-à-dire que l'écriture féminine est aussi illégitime dans la mesure où elle prend la parole, disons, là où elle n'est pas censée la prendre. Bon, finalement, ce qui a fait la force de cette écriture féminine, c'est précisément de briser une légitimité. Bon. Et bon, je pense que, bien sûr, on est dans un moment un peu de crispation, parce que c'est un peu, c'est la logique du bâton tordu, quoi. C'est-à-dire quand les choses ont été retordus dans un sens, on pense qu'il faut les tordre dans l'autre sens pour arriver à ce que les choses, disons, aillent droit. Et par conséquent, on est dans un moment qui est un petit peu biaisé, mais qui, pour moi, ne doit pas faire dévier d'une espèce de principe fondamental, non pas simplement que on n'a jamais à demander le droit d'écrire ce qu'on écrit. Non seulement on n'a jamais à demander ce droit, mais d'une certaine façon, je dirais, c'est à partir d'une position d'illégitimité qui peut être très très différente, qu'on arrive à faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir.